Merci de m'avoir invité. Je suis très contente d'être là pour vous présenter un tout petit morceau de mon travail que j'espère puisse aussi ajouter quelque chose dans le débat. Je n'ai pas l'accent québécois, je n'ai pas l'accent de Montréal, mais j'ai mon accent brésilien. Donc, j'ai quand même écrit un petit peu ce que j'allais dire parce que parfois, quand je suis dans le flot de l'émotion, et naturellement, c'est une pratique que je n'ai pas l'habitude de faire. Parfois, ça sort un peu bizarre de ma bouche. Malgré les 25 ans en France, malgré le fait que je sois française et que je fais des cours qu'en français, mes étudiants, ils comprennent. Et ils sont avec moi, ils sont heureux et moi, je suis heureuse d'être avec eux. Alors, donc, j'aimerais vous parler un petit peu de, comme je vous ai dit, une partie de mes recherches. Alors, je voulais en premier revenir du fait que cette rencontre aujourd'hui montre à nouveau que nous sommes à la base tous d'accord avec le fait que les patients et les usagers développent de savoir dans le parcours de soins et dans le parcours de vie et que la maladie, elle va aussi amener des compétences et des savoirs qui sont incontournables pour changer, pour le changement du système de santé. Alors, c'est ça qui va changer. Mes expériences cliniques et de chercheurs m'ont conduit à réaliser des entretiens, à accompagner des malades, à former des personnes vivant avec une maladie chronique. Cette présentation, tout comme mes questions de recherche, se situe dans la focale vivre avec une maladie chronique et ou une polypathologie, car souvent, cette réalité de la polypathologie est oubliée, alors que les gens ne peuvent pas oublier ce qu'ils vivent, tout ce qui se passe dans leur vie quotidienne. En parlant de savoir d'expérience digne de reconnaissance, n'oublions pas que souvent, ils sont le reflet d'années de souffrance, d'hospitalisation, voire des états dépressifs. Et ce sont aussi la confrontation, ce sont des confrontations avec le risque mortel. Dewey, philosophe de l'éducation, nous dit « Ce qui confère au savoir son caractère expérientiel, c'est le fait qu'il soit éprouvé en situation, dans le sens d'une mise à l'épreuve du monde et de la compréhension que nous en avons. » Ces savoirs se caractérisent aussi par l'épreuve de dépassement de soi, de découverte de ses capacités à faire face avec soi, avec le monde. Ils sont le fruit, d'une part, de l'élaboration par le sujet malade des activités qu'on appelle au maintien de soi et de sa santé, mises en place au quotidien pour stopper les activités de la maladie et continuer à réaliser ces autres activités de la vie courante. Ces savoirs sont également le fruit de l'élaboration, peut-être il faut que je change là, voilà, pardon, de l'élaboration des activités pour faire face, ou faire avec les institutions médicales, sociales, médico-sociales, qui peuvent être porteuses non intentionnelles de ce qui peut être assimilé par le sujet malade à une forme de violence institutionnelle. Avant de vouloir que cette expérience puisse contribuer au changement du système de santé, notre posture de chercheur
nous amène à nous poser, tout comme vous, quelques questions en amont. Comment reconnaître le savoir et les expériences des malades? Comment reconnaître les compétences des malades? En effet, nous nous sommes rendus compte que tous les cheminements et la façon dont les savoirs se construisent, les itinéraires, et c'est pourquoi les sujets malades passent pour le construire, restent à ces jours peu documentés en recherche. Et moins encore ce que le sujet malade fait quotidiennement pour s'en sortir. Nous avons cherché à rendre intelligible, compréhensible le travail du malade, les activités ainsi que les compétences développées pour agir. Car la compétence se déploie et se développe dans l'action, dans la réorganisation des savoirs multiples face à des contextes et des situations de vie. J'ai la bouche sèche. C'est le manque d'habitude de parler comme ça. Alors, pour tenter d'y accéder, nous utilisons dans nos travaux, à l'instar de Strauss et Tourette-Turgis, une entrée par l'analyse de l'activité, par l'analyse du travail. Ce regard théorique et méthodologique nous aide à situer notre focale sur une expérience située, incarnée dans le quotidien de personnes malades. Le sociologue du travail, Strauss, a théorisé le travail du patient, comme il écrit. Parmi les personnes qui réalisent un travail dans ces lieux, hôpital, contribuant directement ou indirectement aux soins délivrés aux patients, il y a une classe des travailleurs qui est rarement identifiée comme telle. Ces travailleurs, les patients, ne détiennent aucun titre professionnel. Les tâches qu'ils accomplissent passent le plus souvent inaperçues, bien que paradoxalement, elles soient souvent présupposées et attendues. Bien entendu, ce travail n'est pas rémunéré par l'hôpital. En fait, la grande part de ce travail reste invisible aux professionnels, soit parce qu'il n'est pas accompli sous leur regard, ou parce qu'il n'est pas défini comme un travail. Le sujet malade n'est pas un objet ou un être passif qui ont fait une injection, par exemple. Il est celui qui donne son bras et prépare son corps et son esprit à recevoir cette injection. S'il ne participe pas ou s'il se bloque, l'acte médical ne peut pas être effectué. Le sujet malade crée les dispositions pour qu'autrui puisse effectuer ses soins. Il rend disponible son corps, se prépare mentalement pour faciliter l'action d'autrui. Il utilise ou invente des instruments psychologiques pour ne pas souffrir ou réduire la peur. Vouloir collecter les expériences des malades, ne serait-il pas déjà en amont, peut-être, comprendre le travail qu'ils réalisent, identifier les différentes dimensions de ce travail, analyser les activités qu'ils mettent en place pour continuer à exister et pour maintenir le sentiment de continuité? J'ai choisi de vous présenter 2 pistes explorées dans mes travaux qui, j'espère, alimenteront la discussion qu'on amène aujourd'hui ici. En premier, les agir sur soi, ce que j'ai appelé les agir sur soi, où je vais vous parler en premier lieu des 3 entrées sur l'expérience que je peux collecter dans mes entretiens. Je vais donc vous présenter un survol sur ces 3 entrées en tentant de faire une focale
sur le thème qui nous intéresse. Méthodologiquement, ce sont des entretiens en cherchant l'expérience du sujet, des entretiens semi-directifs, où je peux dire que la base, j'ai commencé par une question très simple. Comme je suis dans l'analyse du travail, l'analyse de l'activité, il m'intéressait de savoir, de voir presque à travers leurs paroles ce qu'ils faisaient. Donc, la question était, que vous deviez vous faire, qu'est-ce que vous devez faire qu'une personne qui n'est pas malade n'a pas à faire? Alors, l'autre versant que je vais présenter ici, c'est les agir sur soi, pardon, c'est les agir sur les situations de soins institutionnels, où je vais vous proposer de distinguer, de discuter avec vous sur certains types d'expériences, en tout cas un type d'expérience qui m'est apparu, j'en ai plusieurs, mais je pourrais vous présenter peut-être que 2 aujourd'hui, que les patients font dans la confrontation du monde de soins et à quoi, là aussi, les malades chroniques et polypathologiques de mes entretiens sous-entendent la mise en place des activités leur permettant à développer de compétences et de savoirs dans ces situations et dans les contextes variés. Dans ma recherche autour de la validation d'acquis d'expérience, j'ai pu obtenir certaines données qui peuvent être intéressantes. Je vous présenterai à cette occasion le type d'entretien que j'ai mené en m'inspirant de la technique de l'instruction au sosie. En premier, je me suis intéressée à l'expérience que les malades chroniques font pour s'approprier les outils, les artefacts, comme on appelle aussi, du monde du soin. Comment ils font pour réussir à introduire dans leur vie ce dont ils ont besoin pour survivre parfois, ou pour garder un peu de qualité de vie, comme les autosondages, les autopiqûres, les traitements, les dialyses péritoniales. Il y en a énormément. Mais aussi, on s'est intéressé à comment ils faisaient pour s'organiser, les plannings, les mails qu'ils écrivaient aux médecins, les SMS, tout ça nous intéressait, m'intéressait. Les patients m'ont invité à avoir des traces qu'ils voulaient, ils voulaient tout me montrer. Au moment où on s'intéresse à ce qu'ils font. J'ai fait beaucoup d'entretiens chez eux. J'ai fait des entretiens dans un café, dans un parc. Les gens prenaient leur téléphone, me montraient. Les dialogues avec ces médecins. Le temps passé aussi. Il y avait des gens qui faisaient des tableaux Excel. Et doucement, j'ai pu accéder aux activités qu'ils mettent en place afin de soutenir leurs soins quotidiens et critiques, ajuster leurs soins aux aléas de la maladie, ajuster leurs soins face aux variations des situations comme la crise, le maintien d'équilibre et les contextes, hôpital, boulot, vacances, etc. La vie, quoi, en dehors aussi de l'hôpital. Et ajuster leurs stratégies les plus variées. Alors, je me suis intéressée aussi à un deuxième, parce que ça m'est apparu dans la recherche. Ce n'était pas mon intention. C'est que je me suis rendu compte qu'ils se parlaient à eux-mêmes et très souvent. Ils me rapportaient des discours intérieurs.
qu'est-ce que s'est passé devant moi? Eh bien, ils m'ont raconté leur subjectivité pour tenir et pour objectiver leurs soins. Donc, l'analyse des entretiens à l'aide d'un outil linguistique a mis en évidence, a permis que je identifie en tout cas 4 grandes dimensions dans le discours auto-adressé des patients qui ont été rapportés de mes entretiens, à travers les entretiens. Alors, en premier, je remarquais un type de discours qui était rapporté, qui nous renvoyait, qui nous faisait penser, qui me faisait penser à ce qu'on peut parler de sort du autodiagnostic. Les gens se disaient des choses pour pouvoir diagnostiquer la situation, ce qu'ils vivaient, comment ça se passait pour eux. Alors, je vous donne un tout petit extrait de cet homme qui, depuis très jeune, se bat contre un problème psychiatrique, mais surtout avec des addictions, et qui va me dire à un moment, je me dis, il s'est dit le matin, hein, tu te lèves, c'est cool, tu n'as pas exagéré, tu n'as pas bu, tu as fait gaffe. Ah si, tu as fait gaffe à ça. Alors, d'autres discours auto-adressés jouent un rôle d'autoprescripteur, se présentant souvent au travers d'une auto-injonction, comme nous rapporte Célestin. Comme il va utiliser son discours intérieur pour arriver à se faire son premier autosondage. Célestin, tu dois y arriver. Il avait tenté avant, il n'a pas réussi. Il a transpiré. Il a été obligé d'enlever sa chemise, tellement il a transpiré. Célestin, tu dois y arriver. On ne va pas remettre à demain ce que tu peux faire le jour même. Je me suis dit, Célestin, c'est tout droit. J'ai tout préparé, j'ai continué encore à transpirer, mais je suis arrivée. Faire un autosondage, ce n'est pas une activité forcément facile, surtout quand c'est la première fois. Parfois aussi, il relevait d'une auto-élaboration. Le sujet décrit les étapes d'une action ou d'une analyse ayant conduit à une prise de décision, à des choix à faire pour soi ou pour sa santé. Comme nous dit Caroline, qui souffre de la maladie d'Hashimoto, d'une hémachromatose et des allergies multiples. Je me suis dit, je vais essayer. On va voir si ça marche pour moi. Elle raconte tout. Naturellement, je ne vous prends qu'un petit morceau. Hein. Donc, j'ai commencé à manger sans gluten et strict. Alors, j'ai trouvé aussi quelque chose qui nous faisait penser à l'auto-influence, soit une pensée rapportée, un dialogue rapporté, donnant une sensation, donnant le sentiment que les gens essayaient de se rassurer, de se consoler, de tenir, de soutenir, de se valoriser, de se persuader. Comme l'extrait avec Marianne, transplantée rénale, qui se parle en parlant à son greffon. Souvent le matin, quand je me lève, je lui donne un petit coup, etc.
pour me dire, voilà, ou si je suis un peu triste, je me dis, il n'y a pas de raison, il ne faut pas. Donc, voilà, j'essaie de dynamiser. Alors, de temps en temps, je lui dis, alors, comment va, Greffou? Soit je peux lui dire, voilà, allez, hop, ça va être une bonne journée. Ces 4 dimensions semblent avoir un statut d'organisateur de pensée dans les activités. Ces discours auto-adressés permettent à la fois l'explicitation par le sujet de son expérience, une mise en distance de la situation vécue, un mouvement de rapprochement de soi et de ses savoirs, ainsi que de son pouvoir et désir d'agir. Que le discours auto-adressé soit spontané, un exercice planifié, le sujet malade agit pour soi pour atteindre un sentiment de contrôle suffisamment élevé pour faire face au haut degré d'incertitude auquel il est exposé, aux causes de ses précarités biologiques ou psychiques, d'une part, et aussi pour construire et améliorer son cadre de soins quotidien. Dans le troisième temps, je me suis intéressée au discours autour des exercices de la sémiotisation de sensations physiques évoquée par plusieurs malades. Cette démarche de sémiotisation des sensations se caractérise par un haut degré de réflexivité et fait part d'un haut niveau d'élaboration et des usages de l'expérience. Nous avons assimilé cette catégorie à des actions démontrant un haut degré d'auto-observation, d'écoute de soi, de diagnostic pour pouvoir agir. L'analyse des données recueillies nous a permis de dégager l'usage de cette sémiotisation qui font quotidiennement certains sujets pour stabiliser des situations constamment instables. Dans cette pratique réflexive, nous distinguons une phase d'attention portée aux signes ressentis, une phase d'identification des signes, une phase de diagnostic différentiel de ces signes, une phase, enfin, qui aboutit à une action qui tente de prendre en charge la situation. Un nous fait part de sa démarche de sémiotisation. La forme de la douleur, c'est-à-dire ce que je fais, c'est-à-dire, je sais faire, pardon, la différence entre une douleur d'une gastro et d'un point de côté ou d'un effort, etc., de ma maladie, parce que c'est vraiment une douleur spécifique. Je suis arrivée vraiment à faire cette différence-là, à me dire c'est la maladie qui commence à t'embêter. Alors, ou alors c'est un autre problème, un virus, c'est viral, etc. En ayant fait des crises plusieurs fois, je suis arrivée à faire cette différence-là. Ce n'est pas la même douleur, ce n'est pas les mêmes localisations. En fait, ce sont des douleurs que j'arrive moi à maîtriser. La douleur qui maîtrise une douleur virale, je pourrais manger ce que je veux. Je pourrais me mettre au régime. Je l'aurai toujours. Ma gastro, je vais la faire pendant une semaine, quoi que je fasse.
la maladie de Crohn, je vais commencer à avoir les premiers symptômes qui me disent qu'il y a des débuts d'ulcères. Comme annoncé au début de cette présentation, je vous propose maintenant de discuter avec vous les agir sur les situations de soins institutionnels telles qu'elles sont apparues dans mes entretiens. Je vous exposerai ici une toute petite partie de ma recherche autour de validation d'acquis d'expérience des malades chroniques et des compétences transversales développées par cette population de malades. Cette technique que j'ai tenté que je me suis inspirée s'appelle l'instruction au sosie. Je ne sais pas si vous la connaissez. Cette technique de verbalisation vise à rendre explicite le raisonnement parfois inconscient d'une personne au moment de la réalisation d'une tâche. Dans cette recherche, j'ai choisi de jouer le rôle d'une patiente qui a du mal à se retrouver dans les différentes situations et qui demande à être briefée, aidée par une patiente plus experte. L'échange reposait sur ma propre ignorance de l'institution et de ses règles. Je ne comprends rien. Que dois-je faire ou pas faire pour réussir dans ce monde-là que je ne connais pas, dans cette maladie-là que je ne comprends pas? Alors, j'ai tourné dans tous les sens pour savoir comment vous présenter ça. Et j'ai pris la décision de vous lire une partie d'entretien. Je vous laisse un peu comme ça, plus grand, des points importants. Il y a eu d'autres, mais... Donc, je prends un peu de temps, mais pour comprendre une technique, pour comprendre une approche, parfois, il faut la faire revivre. J'ai coupé pas mal d'interventions à moi-même qui souvent étaient autour de désétonnement. Ah bon? Waouh! Et alors, comment je me débrouille là? Parce que là, je ne sais pas. Mais pour faire un peu plus court. Alors, j'ai dit comment j'ai fait là pour pouvoir réussir à prendre un rendez-vous par téléphone? Comment je fais pour qu'ils comprennent que c'est urgent? Alors, la personne me répond, eh bien, il faut y aller. C'est-à-dire, ben, en fait, ils ne répondent plus au téléphone à l'hôpital B. Donc, ce n'est pas la peine. Tu vas perdre du temps. Il y a des mails, mais je crois qu'ils ne les traitent pas. Ils répondent sous 48 heures. Moi, je te conseille vraiment d'y aller. Hein. Et je débarque comme ça, à n'importe quelle heure, parce qu'il y a des moments qui sont mieux, plus propices. Ben, peut-être le début de consultation. Parce que des fois, il y a souvent des annulations. Donc, si tu vas tout de suite 9 heures, elles sont peut-être plus disponibles aussi parce qu'elles arrivent. C'est-à-dire, il faut que j'arrive à 8h30. 9h moins quart. Quand la consultation commence, avant la consultation, il commence. Enfin, il faut les laisser arriver. Hein? Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils sont là, ils ont directement le planning de la journée et il y a peut-être un trou. Comment je peux savoir s'ils sont déjà disponibles pour moi? Je dirais s'ils sont souriants ou pas, si le visage est fermé ou pas, s'ils te regardent, oui, s'ils sont très affairés et du coup, ils ne sont pas forcément disponibles, il vaut mieux attendre. Et si je force un peu?
bah, ils sont à l'accueil. Ils ont beaucoup de choses à gérer. C'est vrai qu'à l'accueil, ils gèrent énormément de choses dont ils ont le téléphone, même s'ils filtrent. Après, il y a les médecins qui viennent, qui prennent leur planning en même temps. Je pense que le matin, c'est quand même assez chargé. Il faut arriver au bon moment. Il faut voir si la salle d'attente est pleine ou pas, s'ils ont géré tous les patients. Parce que c'est comme la SNCF, il y a un marquage pour la confidentialité. Donc, vérifie bien que tous les patients sont assis. Mais il y a certains jours, ben oui, le vendredi, il y a beaucoup moins de monde et il y a moins de consultations. Donc, ils sont plus disponibles le vendredi. Oui, ils sont plus calmes le vendredi. Et puis, il y a le week-end qui s'approche. Du coup, ils sont peut-être plus calmes aussi. Si tu vois que tout le monde est passé à l'accueil, tu peux y aller. Voilà. 2 fois après, ils risquent d'être plus disponibles. Comment je peux faire Non, comment je peux convaincre la personne de l'accueil que c'est vraiment urgent? Il faut que je fasse une tête de mort? Non. Essayez d'être dans la négociation, d'argumenter, en fait. Dire que tu comprends très bien qu'ils ont une journée chargée, qu'il y a des médecins qui ont 20 patients par matinée, mais que voilà, c'est s'intéresser aussi à eux. Vous êtes débordés, mais se mettre un petit peu à sa place. On voit dans le cas de Madame C, on voit dans le cas de ces cas de Madame C, des compétences, en tout cas, elle semble avoir des compétences d'ethnographie. Elle est capable de faire un survol sur les habitus et procédures concrètes de l'accueil, de services, organisation, timing, les agendes, les médecins, les allers-retours, les dispositions de la salle, pour augmenter ses chances à réussir un rendez-vous d'urgence. Elle reconnaît par les signes de langage non verbal ce qui se joue pour les professionnels. Son expérience apparaît clairement dans ses conseils. Elle prend en compte aussi le travail des professionnels et explicite l'importance de faire preuve d'empathie vis-à-vis d'eux. Je vous lis un plus petit maintenant. Un petit peu plus. Alors, c'est une consultation en chirurgie. Moi, j'ai appris aussi à savoir ce que l'autre a envie d'entendre de moi et ce qu'il est prêt à entendre. C'est-à-dire que je m'adapte à l'autre. C'est-à-dire que le chirurgien, je vais lui parler son business, le truc qu'il adore, technique. Quelle technique de chirurgie allez-vous faire pour m'opérer et me refaire les organes? Alors là, c'est la boîte à bonbons. C'est oh là là, il va sortir tous ces petits jouets et il est tout content parce qu'il vous aura dit toute sa technique. Et après, vous pouvez parler de vos inquiétudes, mais si vous venez dire tout de suite vos inquiétudes, allez, va chez le psy. Moi, je ne gère pas ça. Faites chut avec vos conneries là. C'est-à-dire, je me suis dit que si je veux travailler pour mon intérêt, il faut d'abord que j'aille vers lui. Parce qu'ils ont quand même
toujours besoin d'avoir cette maîtrise qu'ils ont de toute façon au niveau technique. Mais il faut avoir cette humilité et en même temps, ne pas se laisser marcher sous les pieds. Je vois mon intérêt c'est que ça se passe bien pour moi, que ce soit efficace et que ça ne me mette pas, moi, dans une situation que je vais avoir du mal à gérer. Interviewer. Alors, il faut dire objectivement, voilà, la nuit, bien sûr, j'ai dit, ouais, mais j'ai eu toute la nuit, j'ai eu du mal, comment je fais avec mon mari? Donc, elle dit, hop, arrête, c'est pas comme ça. Je vais te dire, voilà, la nuit, j'ai telle douleur, mes jambes ne s'arrêtent pas de bouger, je ne sais pas trop comment faire. Mais en parlant de manière distanciée, comme si on parlait de quelque chose d'autre, il faut être objectif. Voilà, la nuit, voilà. Puis, c'est précis, mieux c'est pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas ressentir notre douleur. Donc, plus on est précis dans la description, plus ça peut leur parler. Alors, nous pouvons constater que elle, Madame, elle a développé une approche centrée sur le médecin, à qui elle reconnaît la maîtrise de technique. Elle semble savoir exactement comment faire pour que cela se passe le mieux pour elle et pour le médecin. Elle a développé à sa place sa technique de communication pour atteindre son but, que la consultation soit efficace. Donc, vous imaginez recueillir l'expérience de cette patiente-là et de ces patients expérimentés, ça signifie quoi? Comment avoir accès à l'expérience des malades chroniques expérimentés et l'expérience multiple de sujets malades qui vivent avec des polypathologies, qui circulent dans plusieurs services et qui produit des activités pour ajuster le monde de soins pour que cela soit vivable pour lui. J'ai pris cette phrase et je vais finir parce que ça m'a beaucoup parlé. Cette personne, Marianne, transplantée rénale, qui me dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais l'impression de faire que ça, d'être de ne plus avoir de vie, en dehors du fait de passer mes coups de fil, d'aller dans les hôpitaux, dans l'hôpital, etc. Il faut savoir que je suis suivie partout. A, X en gynécologie, à l'hôpital Y sur les maladies infectieuses, à par mon néphrologue, à XXX, parce que j'ai été transplantée là-bas. Un jour, je lui ai demandé combien de logs sont dans ta vie. Et elle a commencé gynécologue, néphrologue, log. Elle a éclaté de rire. Elle a dit ouais, j'ai 7 logs. 7 logs dans ma vie. Voilà. Et c'est ça qui... Ah, bon, là, c'est la biblio. Et là, je vais arrêter. Mais de vous demander, justement, c'est ce que je me demande, et ce que tu as demandé, comment accueillir, comment aller chercher l'expérience de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est-à-dire qu'elle a passé par plusieurs... Est-ce que je peux lui demander l'instant T? Est-ce que son instant T n'est pas déjà formé par les multiples expériences qu'elle a? Et naturellement, une patiente qui sait mener comme ça, qui tente de trouver sa manière de faire, si tu lui demandes, alors le médecin était gentil? Oui, il était gentil. Mais il était gentil peut-être parce qu'elle l'a fait tourner la manière de faire aussi, parce qu'elle mène des activités dans le monde du soin. Il n'y a pas que les soignants qui font des activités dans le monde du soin. Les malades font des activités constamment. Comment on peut
recueillir, collecter cette expérience qu'ils font de leurs activités de soins dans le monde du soin. Voilà. Merci beaucoup pour cette approche du coup pluridisciplinaire ancrée en sciences de gestion. C'est ancré sur l'expérience des patients et leur expérience du système de soins et des médecins. Il y avait une question en ligne sur la population avec laquelle vous avez mené vos enquêtes. Est-ce que vous pouvez préciser? D'accord, ça dépend parce que j'ai mené plusieurs. J'ai des personnes, c'est fou, quand tu parles ce que tu fais et que tu crois à ce que tu fais, on retrouve des gens partout qui ont envie de parler. Je me rappelle d'un entretien fait à la réception d'un hôtel parce que son mari était malade, parce qu'elle était malade, et on a discuté, on a fait un entretien. J'ai demandé si je pouvais enregistrer, elle a dit oui. Donc, c'est des personnes qui sont un peu partout. J'ai eu des gens qui ont été formés et des gens qui n'ont pas de formation. J'ai eu des gens que j'ai découvert pendant mes formations, par exemple, d'éducation thérapeutique. Il y avait des gens qui étaient malades. J'ai dit, est-ce que je peux faire un entretien? Et j'ai des gens qui ne sont pas dans les associations, ne sont pas dans les universités. C'est très, très large. Là, j'ai pris qu'un tout petit morceau. Hein. Okay. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, du coup, pour Lénise, avant qu'on passe à la table ronde? Loélia? Merci beaucoup pour votre présentation. Je trouve qu'elle rend vraiment compte de toute l'activité qui a lieu avant même en fait qu'on aille collecter en fait l'expérience des patients et vraiment tout ce qui se passe avant même que cette expérience-là elle se mette à exister et qu'elle se formalise. Et du coup, il y a beaucoup ce questionnement autour de est-ce que les patients qui donnent beaucoup leur temps, qui donnent leur expérience, qui s'investissent et qui a une réelle activité, est-ce qu'il faut un cadre en fait quand on les inclut dans ce type de recherche-là? Est-ce que vos recherches, elles ont pu aboutir en fait à des pistes de cadre? Par exemple, à Montréal, il y a d'autres cadres qui existent. Est-ce que vos recherches amènent à un cadre ou à des cadres particuliers? Et est-ce que dans certaines de vos recherches, vous avez pu expérimenter certains de ces cadres-là dans lesquels vous incluez du coup les patients dans vos recherches? Oui, plusieurs choses peut-être. Ah bah tu as trouvé une belle photo. Et tu as beaucoup de questions dans ta question, d'accord? Je ne sais pas si je vais réussir à faire toutes. Tu pourrais même commencer à répéter la première parce que la photo là, ça m'a déstabilisée. Se voir comme ça, ouais. Surtout parce que le miroir n'est plus le même. Allez, voilà, tu as fait 5 questions. Ben, ta question. Oui, j'ai pu appliquer parce que je suis donc dans un groupe de recherche qui analyse justement comment ça se passe pédagogiquement, comment on accompagne les gens. Et donc, oui, là, j'ai pu utiliser, mais c'est surtout aussi d'élaborer des concepts qui permettent aussi aux gens qui vivent sur le terrain, soignants ou malades, de se dire, tiens, waouh, ça me parle. Ah, ça s'appelle comme ça. C'est ce que j'ai fait depuis des années. On peut appeler comme ça. Et dès le moment où la personne trouve, on dit souvent dans les sciences de l'éducation, les concepts sont des outils à penser. Hein? Et donc, c'est pratique, c'est dans la pédagogie constante avec les soignants et avec des malades. C'est déjà un premier point, c'est ça? Est-ce qu'il y en a d'autres?
C'était autour du cadre dans lequel, est-ce que les patients ont un statut, est-ce qu'il y a un contrat, enfin, de quelle façon est-ce qu'ils interviennent, vu que c'est un réel travail et que c'est du temps finalement sur lequel ils interviennent et sur lequel on les mobilise. Et est-ce que du coup vos recherches, elles permettent d'aboutir à certains cadres qu'on peut utiliser, ou alors est-ce que vous avez testé certains modèles avec, je sais pas, des contrats, enfin ça c'est des exemples. Voilà, mais, là, ce qu'on fait, c'est une proof de concept, quelque part. Je suis à l'université des patients, donc naturellement, les patients viennent pas pour réaliser un projet que nous pensons pour eux, mais pour construire le projet que pour eux, ils veulent. Donc, nous avons des patients qui sont dans un travail, par exemple, dans la mairie. On a eu, je racontais justement à ma collègue là, que je viens de recevoir un mail d'une patiente qui a dit, une étudiante qui a dit, je viens d'ouvrir une consultation dans la mairie de ma petite ville. Il y a d'autres qui vont me dire, tiens, je mène le travail, le retour à l'emploi. Je suis là-dedans, je n'ai pas envie du monde du soin. Et d'autres sont dans le monde du soin. Et oui, il y a des gens qui sont déjà dans des recherches depuis très longtemps en France et qui sont là aujourd'hui de plus en plus, qui sont invités, qui vont dans les congrès. Alors, le cadre, c'est à eux de travailler pour l'instant avec leurs institutions. Et nous, on les accompagne pour qu'ils se sentent le mieux possible là-dedans. Après, non, c'est varié. Et c'est ça aussi la beauté et aussi l'intérêt de la chose. Il a une expérience, il a besoin, il n'a pas besoin, il veut, il ne veut pas. Merci infiniment.